Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast de Senpai. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir un entrepreneur de renom et pour ne rien vous cacher, également un ancien mentor. C'est donc un épisode tout particulier pour moi et un réel plaisir d'avoir pu capter quelques minutes du temps de Thibaut Chassagne, cofondateur de Virtuo pour le podcast de Senpai. Virtuo, c'est une start-up qui réinvente l'expérience de location de véhicules qui était portée par des acteurs historiques. Thibaut nous détaille toute l'histoire de Virtuo depuis sa construction avec Karim Kadoura, avec qui il avait déjà fondé NeoWebcar en sortie d'école, et qui aujourd'hui lance une révolution dans la mobilité urbaine. On reviendra sur les grandes étapes du développement de l'entreprise, avec les différentes levées de fonds, les ouvertures dans différents pays européens, mais aussi la gestion de crise qui a impacté fortement le développement de la startup. Thibaut nous partagera en fin d'épisode les actualités croustillantes, et il y en a, sur les nouveautés de Virtuo qui arriveront en fin d'année. Un épisode passionnant avec un spécialiste de l'automobile et de la mobilité que j'ai vraiment pris plaisir à tourner. Avant de vous laisser avec notre invité du jour, si vous souhaitez nous soutenir, rien de plus simple, il vous suffit de partager ou parler du podcast autour de vous. Cela motivera toute l'équipe, soyez-en sûrs. Je referme maintenant la parenthèse et vous laisse avec Thibaut Chassagne, cofondateur de la startup Virtuo. Bonjour Thibaut. Salut David. Ravi de te recevoir Thibaut. Pour commencer, tout simplement, est-ce que tu pourrais te présenter à la communauté et aux auditeurs pour qu'ils sachent un peu qui tu es? Bien sûr, je m'appelle Thibaut Chassagne, j'ai 35 ans, papa de 2 petits-enfants et entrepreneur en effet. Donc moi, mon parcours, c'est directement à la sortie de mes études en 2008. J'ai monté une première boîte que tu connais qui s'appelle NeoWebcar, qui était une marketplace de vente de voitures neuves, pour faire simple. Boîte qu'on a revendue en 2014 à l'Argus de l'automobile, un groupe, familial, dans le logiciel et la presse automobile. Et ensuite, je dis «on» parce que, ma deuxième aventure entrepreneuriale, Virtuo, c'est avec le même associé, Karim Kadoura. Donc, rebelote, sur Virtuo et Virtuo, c'est une aventure qui a commencé à l'été 2015, donc il y a 5 ans, quand on s'est mis à bosser à 100 dessus, avec le lancement du business en mai 2016, donc il y a un peu plus de 4 ans. Voilà, et Virtuo, en quelques mots, c'est une start-up dans le secteur de la mobilité et plus spécifiquement de la location de voitures. Donc on a un service de location de voitures totalement dématérialisé où tout se fait avec une app, de l'inscription au service, au scan de son permis de conduire jusqu'à l'ouverture de la voiture. Mmh. Donc nos clients sont autonomes, ils vont chercher leur voiture tout seuls, que ça soit dans un parking de centre-ville, de gare ou d'aéroport. Mais la spécificité de Virtuo, c'est on est plutôt un acteur de la mobilité que du travel, dans le sens où 90% de nos clients et de nos usages, ce sont des citadins de grandes villes européennes, démotorisés, donc qui ont pas de voiture et qui louent une Virtuo pour un week-end, une semaine de vacances ou un déplacement professionnel au départ d'une grande ville. D'accord, donc vous avez votre propre parc de véhicules, c'est ça? Voilà, C'est les véhicules de Virtuo? on a notre propre flotte, on n'est pas une marketplace, hein, donc on est full stack comme on dit. Effectivement, donc chez Virtuo, on loue une flotte de voitures qui sont neuves, gérées par nos soins. Quand je dis gérées, c'est qu'on vérifie et on nettoie les voitures entre chaque location. C'est D'accord. particulièrement important en ce moment post-Covid. Donc chez Virtuo, on a accès très facilement à une voiture qui est neuve, fraîchement lavée et préparée, en 3 tapes sur son app. OK, super, et du coup, aujourd'hui, le service, il est disponible un peu partout en Europe? Partout pas encore, mais des endroits Bientôt? stratégiques. Donc on a commencé en France, aujourd'hui c'est 8 villes en France. On est au UK, à Londres, à Manchester. On est en Espagne, à Barcelone, Madrid et on a pas mal d'autres villes sur la roadmap, à moyen terme. Ouais, complètement, complètement. Ouais, je regardais un petit peu vos actualités avant, l'enregistrement de ce podcast. Vous avez fait une grosse levée de fonds, l'année dernière, c'est ça? Justement pour booster un petit peu le développement de Virtuo? Et on a fait une grosse levée de ouais, on a fait nous, on est série B, donc enfin, on a passé la série B et la série B, c'était début 2019, on a levé, 20 millions d'euros.
Du coup, pour développer le UK, tu disais, Là, on était l'Espagne aussi? déjà au UK, c'était pour financer, bah, la croissance et l'ouverture de nouveaux pays effectivement. En l'occurrence, il y avait l'Espagne, mais il y a d'autres pays sur la roadmap, l'Italie et l'Allemagne à court terme. OK, très bien. Et ben, écoute, tu l'as un petit peu évoqué effectivement, par rapport au covid, un peu les sujets qui ont entraîné en termes de sécurité sanitaire. Bon, forcément, je peux pas ne te recevoir sans te poser la question de comment est-ce que ça s'est passé pour Virtuo en interne et comment ça s'est passé avec les clients du coup du service quand tout le monde a été confiné du jour au lendemain? Nous déjà le covid, on l'a senti tard, je dirais. En fait, on a vraiment senti l'impact au moment de l'annonce de Macron et enfin, et des annonces de lockdown, qui ont suivi en Angleterre et en Espagne. Donc on n'a pas été trop affectés au début de l'année, contrairement à pas mal d'acteurs du travel, hein, qui ont senti les effets, assez vite en fait de la pandémie. Bon, bah, nous, le poison pour notre business, évidemment, c'est le lockdown, l'interdiction de se déplacer. Donc, ce qui s'est passé chez Virtuo, c'est qu'on a eu beaucoup de gens qui ont loué des voitures juste avant l'annonce, du confinement. Donc, c'était très vrai à Paris, à Madrid, à Londres, où en Mmh. fait, on a pas mal de nos clients qui sont allés se confiner, qui ont quitté, qui ont fui la ville avec nos voitures. Donc on s'est retrouvé dans une situation où on avait quand même une bonne partie de la flotte louée, mais pour des durées complètement inédites. Nous, d'habitude, nos clients, ils louent les voitures pour 3-4 jours et là, on s'est retrouvé avec des clients qui les louaient 15 jours, 3 semaines, 1 mois, Ah 2 ouais, mois, à mesure que le confinement, augmentait. Et puis pas de nouveaux business évidemment, ou très, très peu de nouveaux business puisque, dès passé le 16 mars ou 17 mars de mémoire, bah, il était plus possible de louer une voiture ou en tout cas de partir vers une autre destination. Donc nous, c'était un choc de demande, hem et assez inédit. Donc comment on a réagi face à ça? Bon, bah, évidemment, côté en interne, on a, mis tout le monde a fait du télétravail, ce qui était pas très compliqué pour Virtuo parce qu'on avait déjà l'habitude, mais, on a switché 100 de la boîte en télétravail comme, la plupart des startups. j'allais te demander justement. D'accord. Ensuite, on a dû gérer des cas très spécifiques de clients, mais on a des clients qui se sont retrouvés aux 4 coins de l'Europe avec des voitures et qui devaient être rapatriés et cetera. Donc il y a eu un peu de boulot, ops pour, gérer tout ça. Et Hem tu avais quand même des gens encore sur le terrain malgré le confinement? Alors, on n'a pas de gens en propre ou très peu sur le terrain chez Virtuo, puisque toutes les opérations, tout ce qui est nettoyage, convoyage de voitures, c'est sous-traité à des sociétés, D'accord, de nettoyage et cetera, qui, bah, de fait, ont dû, en tout cas, ont arrêté de bosser, hein, pour la plupart, même si on était une profession autorisée, nous, hein, dans le cadre des édits réglementaux. d'accord. Mais, donc voilà, donc à court terme, gérer des situations particulières. Après, on a adapté notre offre avec des tarifs spécifiques très, très dégressifs pour tous les clients qui ont dû conserver nos voitures et étendre leur location. Et ensuite, on a fait une opération de solidarité puisqu'on a mis en gros, toutes les voitures qui n'étaient pas louées, on les a mis, gratuitement à disposition des personnels soignants dans les différentes villes dans lesquelles on est, donc Ah, à c'est Londres, super ça. à Madrid, à Paris et ouais, c'est top. Franchement, c'est une opération qui a remporté un franc succès. Très vite, on a réussi à louer toutes nos voitures, enfin louer, prêter nos voitures. Et donc, Mmh. bah, on avait cette ressource à disposition pour apporter un peu notre pierre à l'édifice dans cette période compliquée. Voilà, et puis après, on est comme plein de boîtes, on était dos au mur, on a fait gaffe, on a sauvé le cash, on a réduit tous les coûts qu'on pouvait. Nous, en l'occurrence, le coût principal, c'est la flotte de voitures, hein, qui est en leasing. On a réduit notre flotte au maximum, on a fait un peu les cafards, quoi, pour le temps que ça Mmh passe, mh. comme enfin, un peu comme On tout le arrondit monde. un peu le dos, ça, Voilà, on voit que la on tempête a passe. arrondi le dos le plus possible le temps que la crise passe. Et en l'occurrence, nous, post-Covid, ça repart bien. Enfin, quand je dis que le poison, c'est le confinement, c'est que dès lors que les gens ont le droit de bouger, Virtuo fonctionne très bien. Et d'ailleurs, post-Covid, ça fonctionne bien parce que bah, les gens ont un peu évité les transports en commun, mine de rien. Il y a eu un vrai report modal, avion, TGV vers la voiture de location. Et nous, on est très staycation, donc nos clients, c'est beaucoup de gens qui font des séjours courts pas très loin de la ville dans laquelle ils vivent, Mmh mh. en quelques centaines de kilomètres. Et ça, bah, c'est notre cœur de marché et c'est un segment qui s'est beaucoup développé post-Covid, quoi. Ouais, c'est ça et il y avait aussi, Frédéric Mazzella qui partageait un graphique, je sais pas si tu l'as vu passer, Ouais, bien où, sûr. tu vois les 2 mois où c'est, 0 business, en covoiturage et là ça reprend, donc j'imagine que ça doit être un peu les mêmes courbes que tu dois avoir Ouais, toi dans c'est tes ça, c'est analytics. vraiment une courbe en V, effectivement, où ça reprend totalement.
Je pense qu'on est même plus strong, hein, que ce qui est covoiturage ou bus, parce que le covoiturage, mine de rien, tu as encore Un cette crainte un partage, ouais. peu de partager, d'être avec quelqu'un Mmh. qui est potentiellement malade, même si le covoiturage, c'est un truc quand même globalement utilisé par des jeunes, donc les jeunes ont moins peur du virus. Mais voilà, nous, effectivement, une voiture propre, désinfectée. On a revu aussi tous nos protocoles de nettoyage des voitures pour être encore plus, utiliser des produits viricides, et cetera, pour regagner la confiance, en fait, des clients. OK, très clair. Bah, écoute, on va voir un peu, comment ça va se déployer. Même là, on voit qu'il y a des politiques qui sont un peu différentes chacun des pays. J'imagine que ça va vous impacter un petit peu, en tout cas sur les prochains mois Ouais, et on aussi, un peu, ouais. On a été moins impacté en Angleterre, overall, hein, c'est le pays qui a été moins touché, parce que le lockdown était beaucoup plus light et le plus touché, ça a été l'Espagne, où ouais, c'est là, ça. vraiment, les conditions étaient très, très sévères. Et bah, top pour ce point-là. Alors peut-être Thibaut, on va profiter de ta présence justement pour parler un petit peu entrepreneuriat aussi. Parce que comme depuis, ta sortie d'école, tu es un serial entrepreneur, tu as fait que entreprendre en tout cas, avec, Karim Kadoura, tu le disais tout à l'heure. Dans le développement de l'entreprise de Virtuo, comment ça s'est passé un petit peu? Parce qu'on sent qu'il y a eu une vitesse, absolument, phénoménale de croissance sur les dernières années. Si on sort un petit peu le contexte Covid, mais vraiment la croissance que vous avez eue, elle est exponentielle. C'est quand même 2 levées de fonds en même pas 4 ans. Comment est-ce que toi, en tant que CEO de la boîte, tu as géré cette hyper croissance du début jusqu'à la fin? Donc tu me disais tout à l'heure que vous êtes à peu près une centaine de personnes maintenant. Voilà, est-ce que tu peux nous raconter un peu les débuts de Virtuo? Comment est-ce que tu t'es structuré? Comment est-ce que tu t'es fait accompagner? Heu et notamment, justement, le sujet qui nous intéresse chez Senpai, c'est aussi comment est-ce que les entreprises, croient avec leur logiciel, avec les outils de productivité? C'est quoi ton Mmh. rapport avec tout ça, tu vois? Ouais, sujet assez large. Écoute, je pense qu'au début de l'hypercroissance, il y a un choix, hein. Nous, avec Karim, on a fait le choix dès le début de Virtuo, de prendre cette, trajectoire-là, qui est pas forcément une trajectoire, qui convient à tous les business, hein, du tout. Mmh. C'est pas forcément enfin, qui est une trajectoire risquée quand même. Qui dit trajectoire d'hypercroissance dit, besoin de capitaux importants. Donc je vais d'abord parler des cycles de levée de fonds, mais donc nous, on a levé, un premier tour de seed, pré-lancement de près de 2 millions d'euros, ce qui était beaucoup, hein, en 2015, enfin c'était début 2016. Ensuite, une D'accord. série A, à l'été 2017 avec Balderton Capital, voilà, été 2017. Ensuite, une série B. Donc déjà, l'hypercroissance, elle est permise par cette levée de fonds et c'est une trajectoire, qui est encouragée, j'ai envie de dire, par, ce type d'investisseurs, quoi, par ces VC. C'est ce qu'ils attendent, et donc voilà, enfin, le truc important, c'est que je pense qu'il faut être aligné avec ses actionnaires, avec ses investisseurs, pour ces sujets-là. Ensuite, hypercroissance, ça veut dire, bah, une capacité à faire scaler, la tech. Alors enfin, on a de la chance, moi je vois la différence entre, première startup et maintenant, c'est qu'aujourd'hui, il y a énormément d'outils, qui sont souvent commercialisés sous forme de SaaS, mais, dans toute la dimension tech pour scaler très vite un produit, que ce soit un produit web ou un produit mobile. Je pense à des sujets comme Heroku, quoi, au niveau infogestion, un Heroku, je pense à un Stripe ou un Adyen niveau paiement, ça permet de lancer enfin de gagner un temps fou de développement. Donc je pense que les premiers éléments, les premiers outils qu'on a utilisés pour scaler vite, c'est ceux-là. Mmh. Et ensuite, bah, il faut faire scaler son équipe et ça, c'est ce qui est sans plus compliqué. Donc il faut recruter vite et bien. Faut donner envie aux gens de venir. Enfin, avant de recruter, il faut donner envie en fait, et Tout à fait. c'est difficile au début, quoi, Et c'était quoi un peu vos steps là, la première année, vous êtes arrivé à combien de personnes et après la deuxième, la troisième. De mémoire, on doit être une dizaine de personnes fin 2016, globalement, donc l'année du lancement. Fin 2017, on doit être 35-40. Fin 2018, 40, c'est en 2019 qu'on a beaucoup accéléré, quoi. On a recruté OK, quasiment 50 personnes en 2019, donc pour passer de 40 à 100, même 60 personnes de 40 à 100, début 2020, quoi. d'accord, et au début, c'était plutôt des profils, j'imagine, tech pour justement, construire l'application et la techno que vous utilisez dans les véhicules? Ouais, alors nous, on a effectivement un pôle tech, product, data, je vais le mettre un peu tout le monde dans le même, panier, même si évidemment c'est des métiers différents, mais avec donc des enjeux de, bah, tech product, construire à la fois les outils front-end,
Donc notre site web et notre app, pour faire simple, et les outils back-end, parce que nous, on a un métier très opérationnel. On gère une flotte de voitures, donc on a aussi développé toute la stack de fleet management nous-mêmes. Des sujets data super importants dans notre business, parce que la mobilité, le transport, c'est des flux, c'est de la prédiction de demande, c'est du pricing, etc. Donc, data science qui est clé. Donc, on a une stack de data science et pas mal d'algo qui nous aident à optimiser le business. Donc, on a ouais, les premiers recrutements, c'est tech, hein, très clairement. Ensuite, data. Après, marketing, on a une équipe marketing enfin, centralisée qui fait tout ce qui est perf marketing. Donc tout ce qui est enfin, qui se focus sur le téléchargement d'app, etc. Une équipe marketing locale qui se focus plus sur des channels organiques et l'acquisition et la spécificité, enfin créer des produits qui sont bien adaptés à chaque marché. Faire revenir les gens aussi, et cetera, Évidemment, qui sont fidéliser. des sujets de rétention, etc. Mmh. Et après nous, customer support, c'est important chez nous, hein. Aujourd'hui, c'est une quinzaine de personnes. Donc, on a eu rapidement une équipe customer support. Enfin, au début, c'était tout le monde. Et puis, rapidement, on a créé un pôle parce que c'était compliqué de faire bosser tout le monde au customer support à tour de rôle. Voilà. Et puis après, petit à petit, c'est les fonctions support qui se construisent autour de tout ça, hein. Finance, évidemment, RH, Bien sûr. etc. OK, d'accord, et par rapport à tout ça, donc toi, j'imagine au début, tu as dû mettre un petit peu les mains dans le cambouis, c'est toi qui regardais un peu quelle solution tu allais prendre. Tu as cité Stripe pour le paiement, mais j'imagine après au fur et à mesure que tu recrutais des personnes ou que tu faisais, faire des recrutements, derrière vous sélectionnez des logiciels. Toi, comment tu fais, toi, en interne chez Virtuo pour tu as un process? Est-ce que tu comment tu gères ça, du coup? Je pense que, surtout dans une boîte au début, enfin, avoir des bons outils, ça permet des vrais gains de productivité et c'est vrai sur tous les métiers maintenant. Donc je fais globalement, j'ai fait con enfin, on a embauché des experts, on a tout de suite fait confiance aux experts. Si je prends les outils, data, en data visualization, on a Looker, heu, on a D'accord, rapidement, oui. un truc très structurant pour Virtuo aujourd'hui, Looker. Si je prends des sujets plus, perf marketing, acquisition, on a un outil qui est top qui s'appelle Smartly. Sur tout ce qui est attribution, on a AppsFlyer. Donc il y a un moment où, il y a des problématiques qui se dessinent. On a un métier très data, il nous faut un bon outil de data visualisation, mais qui nous permet aussi de mettre de l'intelligence dans l'outil. Bon, bah voilà, on fait ce choix-là, on benchmark, on prend Looker. On a un sujet, on a des gros budgets à dépenser sur Facebook, Instagram, et on a envie d'avoir une attribution très fine parce que les CAC Mmh. sont pas négligeables. Donc voilà, donc ça se construit et je pense que c'est les gens qui viennent avec leur expérience en disant bon, ben moi je pense que soit j'ai l'habitude de travailler avec tel outil, il est top, soit on m'a parlé de tel outil, et on fait un petit benchmark, etc. Donc ça se construit, ça va vraiment de pair avec les recrutements pour moi, le choix des outils. OK, très clair. Bah, écoute, c'est souvent une façon de faire. J'ai eu la chance aussi de croiser, Anthony Bourbon qui a parlé aussi sur le micro du podcast, qui nous a partagé un peu son expérience, comment est-ce qu'il a fait. C'est assez similaire en fait à ta stratégie que tu as eue, et le scale-up est assez proche. Moi j'avais peut-être une question pour toi. Il y a pas mal de start-upers, de gens qui lancent leur business. Tu l'as un petit peu évoqué déjà avant, mais et qui du coup sont face à des choix comme ça et qui n'ont pas forcément, comme toi, eu des experts ou accès à un réseau justement pour se dire: «Bah, voilà, prends cet outil-là» ou «Fais ces choix. Est-ce que tu peux travailler avec cette agence-là, avec ce prestataire-là?» Toi, si tu as des conseils, en tant qu'entrepreneur à ces gens-là, qu'est-ce que tu leur dirais de regarder en priorité peut-être? Quels sont Je tes pense que tips? moi, je lis pas mal. Je trouve qu'il y a un truc qui est assez nouveau, ou en tout cas qui a seulement quelques années, c'est qu'aujourd'hui, sur le thème startup, entrepreneuriat, scaling, accélération, etc., il y a une littérature de malade qu'il n'y avait pas et un content de qualité exceptionnelle qui continue à augmenter de manière exponentielle, quoi. Et le content, il est soit enfin, blog spécialisé, je sais pas moi, si Mmh. sur les sujets de croissance, il y a des trucs très bons de Andrew Chen, par exemple, avec son plateforme qui s'appelle Reforge. Après, il y a des fonds
qui ont des bons content. Je pense à First Round, qui est un des super newsletters et blogs. Il y a un paquet de bons VC ou de bons entrepreneurs qu'on peut suivre sur Twitter. Il y a un paquet de podcasts, évidemment, comme celui qu'on est en train d'enregistrer. Euh, je pense au podcast de A16Z qui est très bien. Enfin bon, il y en a. Donc moi, je veux dire, si je devais commencer de zéro, sans rien, sans réseau, sans connaissance, ben, je commencerais par ça, quoi, comme un étudiant qui apprend. Et il y a vraiment moyen d'apprendre beaucoup, 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 beaucoup. Ensuite, le choix des outils, ça, bon, ben, c'est pas simple, hein. Je pense que c'est pour ça que Sampai est là. C'est pas simple de trouver les bons SaaS. Un peu de, un peu de bouche à oreille, un peu d'irréputation, comprendre à quoi sert l'outil, savoir lire entre les lignes, entre la promesse de l'outil et vraiment l'usage qu'on en fera. Franchement, c'est du bon sens. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il ne faut pas réinventer la roue. Il faut privilégier, enfin, j'enfonce peut-être des portes ouvertes, mais l'idée de créer un MVP, un minimum viable product, assez rapidement, de se confronter vite à une clientèle potentielle, générer du revenu rapidement, c'est possible, grâce à des tas d'outils. Enfin, je sais pas, je pense à Shopify en e-commerce, évidemment, mais pas essayer- Mhm. faut pas On perdre a six déjà mois à cité. essayer de développer un truc qui est sur étagère, qui est facile et qui permet de se confronter tout de suite au marché. Et ça, c'est possible aujourd'hui et c'était pas le cas. Enfin, moi, quand on a commencé en 2008, c'était pas le cas. Et ne parlons pas de la génération d'entrepreneurs qui a commencé avant l'an 2000, où là, la problématique, quand on lançait un business, c'était bah, fallait déjà acheter les serveurs, quoi. On levait des fonds pour acheter les serveurs. Ça paraît dingue, mais ça a commencé comme ça, quoi. Donc, C'était il n'y a pas ouais. si longtemps, et pourtant il y a du chemin qui a été fait. Ouais, justement, du coup, tu me disais tout à l'heure que bah, la crise vous a un petit peu secoué, même en interne. Toi, ça t'a remis un petit les pendules à l'heure sur notamment cette gestion de logiciels que toi, tu as au quotidien avec tes équipes Je chez pense qu'on a Virtuo. eu, comme beaucoup de boîtes dans notre situation, la priorité, c'était la croissance. C'est toujours, mais c'était pré-Covid, la croissance, la croissance, la croissance. Et on s'est retrouvé dans une situation bah, de doute profond sur l'état de l'économie, le business, etc. Donc, et quand on est dans une situation totalement inédite comme celle dans laquelle on était le 15 avril, quoi, sans aucune visibilité sur ce qui allait se passer à court terme, bah, les réflexes, c'est OK, on sauve le cash. Et donc, ça a été l'opportunité de passer en revue toutes nos dépenses. Et dans nos dépenses, il y avait pas mal de SaaS. Et donc, on a fait un truc que toutes les boîtes ont fait, mais on a coupé tout ce qui nous semblait pas immédiatement indispensable. Euh, Et c'est quoi, du coup, tes critères d'arbitrage, si tu peux nous le partager? Comment tu faisais concrètement, en fait? C'est ce qui est pas immédiatement indispensable, c'est ce qui génère pas forcément de revenus, hein. Franchement, je fais un truc bête, C'est mais ça, ouais. notre ATS là de recrutement, on l'a mis en pause, parce qu'on savait qu'on n'avait pas recruté pendant 6 mois. C'est des trucs comme ça, hein. Donc Bien sûr. c'est bête, mais très rapidement, il y a moyen d'identifier des choses. Et puis après, on avait pris un peu de gras, quoi. On avait des tas de petits services qu'on utilisait moins. Ou, là, je pense plus à la plateforme technique où tu, tu, euh, tu souscris à tel et tel logiciel qui ont pour vocation d'accélérer tel ou tel truc. Et en fait, entre-temps, tu as switché, tu as développé la feature toi-même, mais tu as oublié de couper $19 par Ouais, c'est mois. ça. Donc, il y a un peu de ça. Après, nous, sans que ce soit du SaaS, mais pour donner un exemple concret, on envoie beaucoup de SMS à nos clients, hein, chaque fois qu'ils confirment une réservation, etc. Et on s'est rendu compte que on n'avait pas optimisé bien l'envoi des SMS, si bien qu'on utilisait des caractères spéciaux qui parfois consommaient plusieurs SMS pour envoyer un message simple. Donc, et c'est pas le provider de SMS qui va dire attention, à chaque fois que tu envoies cette information, tu en envoies 5 SMS alors que tu supprimais le caractère spécial, Mmh. tu en enverrais qu'un, quoi. Donc ça a été ce genre de choses. Bien sûr. Il n'y a que dans une situation pareille en fait qu'on a l'opportunité de regarder en arrière et de se dire ok, couper, réduire, renégocier. Et on a divisé notre budget quasiment par deux, hein, de SaaS, enfin, de Ouais, ouais, logiciels pas au mal sens quand même. large chez Virtuo. Ouais, on a vite fait quand même de
de souscrire. C'est tellement facile aujourd'hui de tester. En plus, généralement, tu as des périodes d'essai qui sont gratuites de ces solutions et tu as vite fait, bah, un peu comme les abonnements qu'on prend dans la sphère privée, on a vite fait de les Sans oublier quand parler des même. Et le stratégies stack d'Amazon, management, c'est un vrai où, sujet. tu as 1 an de crédit et en fait, pendant que tu as du crédit, ils t'inscrivent à des tonnes de trucs dont tu as pas besoin et puis au moment où ça devient payant, tu te retrouves à consommer une presta qui est blindée de choses dont tu as jamais que jamais demandé, dont tu as pas besoin donc ouais, non, faut faire gaffe, hein. OK, bah, enseignement de Thibaut, ce sera alors, de bien regarder, même si vous êtes early aujourd'hui, de bien faire attention à si vous utilisez la solution et est-ce que celle-ci a un vrai intérêt, en termes de ROI, quoi? C'est du bon sens, mais force est de constater que quand on grossit beaucoup, parfois, on finit par perdre un peu les trucs, de base comme ça. Mais je pense que ça arrivera moins Les gens sont post-Covid, beaucoup plus franchement. regardants, c'est vrai. Et Donc bah, c'est clair. super. Bah, Thibaut, je pense que, on arrive au terme un petit peu du podcast. Je te remercie encore beaucoup pour ce partage d'expérience très concret finalement, parce que finalement tout ce que tu nous as dit, tu le vis, tu l'as vécu et tu vas le vivre encore, demain. Est-ce que du coup, tu as peut-être, avant de se quitter, des petites actus à nous partager sur Virtuo? Comment est-ce que vous allez attaquer la rentrée, cette fin d'année? Oui, bah, écoute, nous, on est très content parce qu'on a un très beau rebond post-Covid, et finalement, on est en train de se rendre compte que le Covid, c'est plutôt une opportunité pour nous parce que les comportements, ont un peu changé. On a de nouveaux types de clients, on a des clients qui louent des voitures pour des durées plus longues, on est en train de créer des produits plus flexibles. On a lancé un service à Londres, là, qui cartonne, qui est un delivery and collect, donc c'est-à-dire qu'on livre la voiture à nos clients, sur un service qu'on va déployer, aussi en France et en Espagne cette année. Donc voilà, l'actu, c'est qu'on pense qu'on peut vraiment tirer notre épingle du jeu dans cette nouvelle ère, en répondant à des nouveaux comportements de staycation, donc passer des vacances pas trop loin de chez soi, ou de workation, qui est un vrai truc qu'on voit beaucoup, c'est-à-dire des gens qui louent une maison à la campagne avec des potes et qui font un mix de bah, on va télétravailler jeudi, vendredi de là-bas et on passe le week-end ensemble. Et rien de tel que louer une Virtuo dans ce genre de situation. Donc voilà. OK, bah, super, on va guetter un petit peu, le déploiement de cette plateforme du coup pour le pays français en tout cas et bah, super. Bah, merci beaucoup Thibaut en tout cas. Est-ce que, comment est-ce qu'on peut te contacter du coup? Est-ce que tu es sur les réseaux sociaux? Est-ce que, Je tu suis peux partager tes contacts? de nouveau sur Twitter, même si j'ai un peu D'accord. déconnecté, j'ai un peu reconnecté. Non, sur LinkedIn, c'est le bon moyen. Franchement, je lis des messages que je reçois sur LinkedIn. D'accord, donc si on a des questions sur Virtuo ou même sur l'entrepreneuriat, on peut se connecter à toi et bah, écoute, je mettrai toutes tes coordonnées, si tu veux bien, dans la description et bah, je te renouvelle, mes remerciements de nous avoir accordé un petit peu de temps au micro du podcast de Senpai Ben, merci et beaucoup. longue vie à Virtuo, du coup. Ben, longue vie à Sampai. Salut David. Bye bye. Salut Thibaut. Merci d'avoir écouté ce podcast et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne car de nouveaux épisodes arriveront très vite. Si vous avez des questions, nous vous donnons rendez-vous sur senpai.io et sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. À très vite.